Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de santé mentale. Avant toute chose, je tiens à te rappeler que j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de santé mentale, notamment de mon expérience à l'hôpital psychiatrique ou encore de comment soutenir ses proches lorsqu'ils ne vont pas bien. Je t'invite fortement à aller les voir si tu ne les as pas encore vues pour mieux comprendre celle-ci. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de déréalisation et de dépersonnalisation. Ce sont deux termes qui sont assez méconnus, j'ai l'impression, mais qui arrivent quand même à pas mal de gens quand on décrit les symptômes. Enfin moi, en tout cas, quand j'ai décrit les symptômes que je ressentais à d'autres gens, j'ai eu assez souvent des retours qui me disaient « Ah mais moi j'ai déjà ressenti des choses comme ça, etc. » Et pourtant, ce sont deux choses qui sont assez méconnues. Je fais une même vidéo pour deux notions parce que ces deux notions viennent souvent ensemble, et je vais t'expliquer pourquoi après. Cependant, il ne faut pas les confondre, et c'est pour ça que je vais commencer par te les définir l'un après l'autre. Donc pour commencer, qu'est-ce que la déréalisation ? La déréalisation, c'est le sentiment que les choses autour de soi ne sont pas réelles. C'est comme si on était détaché de la réalité, comme si on avait l'impression d'être simplement observateur de sa vie et plus vraiment acteur en fait, comme si les choses autour de nous étaient toutes éloignées et semblaient toutes comme dans un rêve en fait. C'est donc un symptôme qui modifie notre perception de la réalité et qui donne l'impression d'être isolé du monde environnant. C'est aussi la perte de sentiment vis-à-vis de ses proches, on a l'impression qu'on n'est plus vraiment proche de nos amis, de notre famille, qu'on sait plus vraiment qui ils sont, et c'est en fait l'impression que tout est flou, que tout est faux, qu'on est dans un rêve en fait, que plus rien n'a de sens et que plus rien n'est réel. C'est vraiment comme si on était dans un rêve et qu'on s'en rendait compte en fait. Je sais pas si t'as déjà fait des rêves lucides. Un rêve lucide en gros c'est un rêve où tu te rends compte que t'es dans un rêve, et où du coup tu peux faire un peu tout ce que tu veux parce que tu t'en fiches d'être dans un rêve. Or là, c'est comme si t'étais dans un rêve lucide dans le sens où t'as l'impression d'être dans un rêve, tu t'en rends compte et en même temps bah t'es dans la réalité parce qu'au fond de toi tu sais que t'es dans la réalité. Et du coup c'est un peu une double peine d'un côté, t'as l'impression que c'est un rêve, donc c'est quand même assez étrange, et en même temps tu peux pas faire tout ce que tu veux, et t'es juste perdu par rapport à toutes ces sensations qui te semblent étrangères et bizarres, quoi. Donc ça, c'était la déréalisation. C'est vraiment quelque chose qui va venir toucher notre perception du monde et notre perception du réel, de l'extérieur, en fait. Alors que la dépersonnalisation, ça va venir, au contraire, toucher notre perception de nous-mêmes et notre sensation par rapport à notre corps. La dépersonnalisation peut se traduire par la sensation de s'observer, de se voir de l'extérieur, que son corps est à quelqu'un d'autre, ou qu'il est un robot ou un corps extérieur, ou enfin par un éloignement de soi. Moi je me souviens quand j'étais dépersonnalisée, je voyais mon doigt bouger, je le faisais bouger devant moi comme ça, et j'avais l'impression que c'était pas mon doigt. Et c'est des symptômes qui sont assez inquiétants lorsqu'on les ressent, parce qu'ils peuvent donner l'impression de devenir fou en fait. Quand on a l'impression de s'observer parce qu'on est complètement dépersonnalisé, on est perdu. Et donc la dépersonnalisation, c'est vraiment quelque chose qui touche à la perception qu'on a de soi. Quand on est dépersonnalisé, ça veut dire qu'on a une partie de nous qui est coupée de notre personne en fait. Et donc généralement les deux sont associés, c'est-à-dire qu'il est assez rare de ressentir l'un indépendamment de l'autre. Souvent on ressent les deux en même temps. Cependant il ne faut pas les confondre dans le sens où il est vraiment utile, je pense, d'avoir deux mots pour décrire ces choses qui viennent souvent ensemble. Parce que l'un est vraiment centré sur notre personne, tandis que l'autre est vraiment centré sur l'extérieur et le monde environnant en fait. Donc quand la dépersonnalisation et la déréalisation sont seulement épisodiques, on parle de troubles. Donc là, c'est quand ça arrive de temps en temps et que c'est pas sur un trop long terme, etc. En revanche, lorsque la dépersonnalisation et la déréalisation arrivent dans une longue période et que c'est quelque chose qui est plutôt chronique, on parle de syndrome de dépersonnalisation et de déréalisation. Donc généralement, ces symptômes ne sont pas graves, ils sont bénins, cependant, ils peuvent être très désagréables et déstabilisants, et aussi angoissants, alors que la cause est généralement l'angoisse. Donc c'est un peu un cercle vicieux, plus on les ressent, plus on est angoissé, et plus on est angoissé, plus on les ressent, etc. etc. C'est des sensations qui peuvent être vraiment perturbantes, parce qu'on a... En fait, on a comme un doute sur ce qu'on vit pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Non, peut-être que tu vois pas ce que je veux dire, mais c'est assez compliqué à expliquer. On a vraiment l'impression que ce qu'on vit est faux, et en même temps, on peut pas le remettre en question, parce que c'est ce qu'on vit vraiment, et si on a mal, si on se pince, on a mal pour de vrai, quoi. Mais on a comme l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a mal, alors que c'est nous qui avons mal, et on a comme l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui vit ce qu'on vit, alors que c'est nous qui le vivons et qu'on est conscient que c'est nous qui le vivons. C'est pas comme dans une psychose où on est totalement détaché de nous-mêmes et on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui fait ce qu'on fait, mais à 100%. Là, il y a quand même une part de doute, et du coup, c'est à la fois perturbant parce qu'on n'a pas l'impression que c'est nous qui vivons la chose que l'on est en train de vivre, ou alors parce que c'est pas nous qui bougeons notre doigt, par exemple. Et en même temps, cette impression-là, elle est, disons, contrée par le fait qu'on sait que c'est quand même nous qui bougeons notre doigt. Et donc c'est une double perturbation qui est assez particulière. Donc ça peut avoir différents effets sur la vie. Il y a des gens qui peuvent se renfermer complètement et arrêter de parler aux autres.
Il y en a qui au contraire vont être hyper extravertis et complètement se dépasser et se désinhiber totalement pour oublier cette sensation qui est quand même assez perturbante et désagréable. Moi je me souviens que quand je ressentais ça, j'étais au contraire très renfermée sur moi. Je sais que c'était des moments où j'arrêtais de parler, où je parlais peu, je faisais pas grand chose parce que c'était difficile en fait. Et je sais que je le ressentais à différents degrés en fait. Donc je le ressentais un peu tout le temps à l'époque où ça m'arrivait, et ça m'arrive toujours un petit peu mais quand même beaucoup moins qu'avant. Et je le ressentais quand même très souvent, quasiment tout le temps, mais à différents degrés. Donc parfois c'était vraiment très fort et là je pouvais rien faire, rien dire parce que j'étais totalement comme tétanisée par mes symptômes. Et à d'autres moments c'était beaucoup plus léger et donc j'arrivais quand même à avoir une vie relativement normale et à ne pas y penser. Je sais que j'ai parlé avec des gens qui étaient vraiment à des degrés de déréalisation et de dépersonnalisation assez forts, mais tout le temps, et qui pouvaient plus sortir de chez eux, qui avaient du mal à vivre en fait, tout simplement parce que même si c'est des symptômes qui sont pas en soi problématiques, s'ils sont trop forts et trop présents, ils peuvent ruiner la vie de quelqu'un parce qu'ils font qu'on est juste incapable de parler, de sortir. Je pense que quand ils sont vraiment trop forts, c'est difficile de faire quelque chose en fait, parce qu'on a l'impression que tout est loin, et du coup on a l'impression de plus avoir de contrôle sur ce qu'on fait en fait, alors qu'on a du contrôle sur ce qu'on fait, mais on a l'impression que tout est loin et que tout est faux en fait, y compris soi-même, et ça c'est quand même quelque chose d'assez perturbant je trouve. Maintenant il y a plusieurs causes possibles pour la déréalisation et la dépersonnalisation. Tout d'abord il y a l'ingestion de drogue. C'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais je pense que c'est déjà arrivé à des personnes d'être dépersonnalisées ou déréalisées après avoir ingéré des drogues. Et après, moi, mon psychiatre m'avait fait une liste de 3 causes qui étaient possibles pour moi, qui étaient soit une forte angoisse. Donc en fait, parfois, quand on est très angoissé, il y a un fort déversement d'adrénaline et de cortisone dans le système nerveux. Et ça, en fait, c'est un mécanisme de protection du cerveau qui permet de se détacher du réel et de le vivre moins fort. C'est ce qu'on retrouve dans les témoignages de personnes qui sont violées, par exemple, ou agressées sexuellement, et qui disent qu'elles ont l'impression de se voir comme si elles se voyaient de l'extérieur et qu'elles vivaient plus vraiment ce qu'elles étaient en train de vivre. C'est ça, en fait, c'est une réaction du cerveau qui permet de protéger en fait ce qu'on ressent et de vivre le réel un peu moins fort. Ou encore, ça peut être un stress post-traumatique, c'est-à-dire suite à un événement traumatisant, on est tellement traumatisé par l'événement qu'on a vécu que l'angoisse revient de temps en temps, ou assez souvent, ça dépend des gens, et du coup on va ressentir ça parce que l'angoisse va revenir et ne pas nous laisser en paix et nous faire sentir comme détachés du réel ou détachés de soi, alors même qu'on ne vit plus l'événement traumatisant mais qu'il est encore en nous. Ensuite, l'autre cause possible, c'était une psychose. Les psychoses, c'est une catégorie de maladie mentale en fait, où on est détaché du réel, on a une perception altérée du réel, donc on peut avoir des hallucinations, on peut entendre des voix, on peut croire des choses qui sont fausses, s'inventer des histoires, etc. Et donc il était possible que j'ai une psychose dans le sens où j'avais quand même ces symptômes de manière très récurrente et très forte. Donc mon psychiatre m'en a parlé et s'est tout simplement posé la question avec moi. Et enfin la dernière cause possible et qui s'est avérée la bonne pour moi, entre guillemets, enfin celle qui me correspondait en fait, c'était une cause neurologique. Alors je saurais pas expliquer exactement non plus ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment-là, mais en gros c'était des micro-épilepsies du cerveau. Donc des moments où le cerveau était tellement, actif et tellement mobilisé en fait, qu'il avait des micro-épilepsies, et du coup comme des orages électriques, c'est l'image que la neurologue que j'ai vue m'a donnée. Et j'ai trouvé ça assez juste, enfin assez compréhensible en tout cas. Et du coup ouais, c'est comme s'il y avait des petits orages électriques dans le cerveau qui font qu'on est déréalisé ou dépersonnalisé parce que le cerveau est trop mobilisé et c'est comme s'il y avait un petit court-circuit dans le cerveau en fait. Et donc en fait on s'est rendu compte que c'était ça qui me correspondait suite à 2 électroencéphalogrammes et une IRM. Donc voilà. Et ensuite, je vais quand même parler un peu des solutions, parce que là j'ai parlé que du négatif, quasiment, que des causes, des symptômes, tout ça, des difficultés. Bon, il y a un moment, il faut quand même parler de choses positives aussi. Il y a quand même différentes solutions à ça. Il y a donc tout d'abord la psychomotricité. Moi j'ai eu une séance de psychomotricité quand j'étais à Sainte-Anne, et c'était super intéressant. J'ai vraiment senti des effets, dans le sens où j'ai senti que je pouvais lutter contre en fait. Et c'était vraiment une sensation très très particulière, comme si je luttais contre une partie de moi à un moment, parce que je voulais me rapprocher du réel et vraiment sentir les choses pour de vrai. Et du coup c'était à la fois une séance un peu de relaxation, de méditation, en même temps avec des petits conseils de posture, de respiration, tout ça. C'était super intéressant, et ça m'a permis de vraiment me rendre compte que
je pouvais lutter contre en tout cas. C'était pas quelque chose que je pouvais faire n'importe quand parce que ça demandait quand même beaucoup de concentration, mais c'était quelque chose qui était possible et ça m'a fait beaucoup de bien de m'en rendre compte. Ensuite, il y a d'autres méthodes pour calmer l'angoisse, évidemment, celle-là c'est une méthode parmi tant d'autres pour calmer l'angoisse, mais on peut respirer, on peut prendre de l'écart par rapport aux autres. Si on est dans une foule ou dans une salle où il y a du monde, ou encore on peut prendre une douche ou faire n'importe quelle méthode pour calmer son angoisse. Combiné à cela, on peut prendre des médicaments évidemment, comme des anxiolytiques. Ce sont des médicaments qui vont agir sur l'angoisse et l'anxiété. Ou alors comme des antiépileptiques, moi c'est ce que je prends. Comme je corresponds au cas où il y a des micro-épilepsies dans le cerveau qui encore une fois sont internes, hein, j'ai pas des crises d'épilepsie où je suis convulsée, etc. Mais c'est vraiment des crises dans le cerveau. Je prends des anti-épileptiques qui ne sont pas des psychotropes, mais qui sont des médicaments qui vont vraiment agir sur des procédés chimiques du cerveau. Enfin, les psychotropes agissent aussi chimiquement sur le cerveau, mais bon. Bref, qui ne sont pas des psychotropes et qui vont permettre de réguler et de calmer les crises d'épilepsie dont mon cerveau est victime. Victime, on dirait que c'est un truc waouh quoi. Que mon cerveau subit en tout cas. Et enfin, il y a évidemment une thérapie qui est très importante, je pense, qu'on peut avoir avec un psychologue ou une psychiatre, et qui est concrètement la thérapie par la parole, donc se soigner avec les mots, etc. Je pense que c'est super important, je pense que c'est vraiment utile finalement. Et ça peut être un vrai bon moyen d'aller mieux et de calmer ses angoisses et de réussir à sortir de ces problèmes de dépersonnalisation et de déréalisation. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux la partager. Yes. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, tout ce que tu veux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc en fait, parfois quand on est très angoissé... Je suis perdue dans ce que je voulais dire. Ah! Non! Non! Phew!